Bonjour de vous retrouver aujourd'hui, chers auditeurs. Ravi à vous cinq d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler du handicap. Handicap, un sujet qui est important, qui fait partie de la vie de chacun, ou presque, qui fait partie de la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, voilà, sans tabou, si j'ose dire, on est là pour en parler calmement, clairement, avec plusieurs professionnels du domaine, et on a le bonheur, avant de passer à mes compères, d'accueillir Agnès Dott, qui va se présenter elle-même tout à l'heure. Ou maintenant, je t'en prie, à toi. Merci Stéphanie. Donc Agnès Dott, je suis fondatrice d'une entreprise de travail temporaire spécialisée dans les personnes en situation de handicap. Donc on fait de l'insertion. Cette entreprise a été créée en 2020. Moi, je suis issue du secteur médico-social. J'ai géré un ESAT, donc un établissement qui travaillait avec des personnes handicapées sur différents ateliers de production. Et donc, on avait mis en place des ateliers de mise à disposition. Et on s'est rendu compte que ces personnes accueillies avaient beaucoup de volonté de vouloir retourner dans les entreprises et de vouloir se réinsérer. Donc, on a créé cette entreprise Dragonfly Intérim pour leur permettre d'avoir une passerelle vers l'emploi. Merci Stéphanie. Merci de m'avoir Agnès. Accueilli et de m'avoir invitée. Avec grand bonheur, avec grand plaisir. Et donc, en effet, Dragonfly est le nom de ton entreprise. Oui. Super, merci. Et bien maintenant, je vais vous présenter nos compères à nouveau. Donc, nous avons toujours nos deux super ergonomes, Elisabeth Ayala et Laurent Elmedioni. Coucou. Enchanté, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue Agnès dans cette belle et fine équipe. Ensuite, nous avons bien Audrey Coste, partenaire RH, qui est RH et juridique. Donc, ravie de t'avoir avec nous pour ton point de vue juridique et RH sur le handicap. Bonjour, merci de m'accueillir et puis ravie de vous retrouver et puis de rencontrer Agnès pour cette nouvelle table ronde. Merci Audrey. Et Laurent, mon compère de la synthèse, et pas que, loin de là, le super-héros, coach psychosociologue. Ravi aussi de te retrouver dans ce numéro pour le handicap. Eh bien, bonjour, moi également, ravi de me retrouver parmi vous. Et puis, comme d'habitude, je vais essayer de glaner les éléments les plus probants, les plus marquants, pour faire une synthèse la plus fidèle possible. Et on t'en remercie déjà de prêter ta super oreille. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est que l'on dise à tout à l'heure. Laurent, reste avec nous, pas loin. Et puis, on va lancer le sommaire. Je coupe le son, je coupe l'image, mais je suis à l'écoute. Pas le son. Oui. Eh bien, nous allons donc commencer en effet par quelques chiffres sur le handicap en France. Ensuite, les définitions du handicap. Parce qu'en effet, par rapport aux différents métiers qu'il peut y avoir, il y a différentes façons de voir la chose. Ensuite, des constats ou des idées reçues. Vous nous direz en premier lieu, et puis après, nos experts donneront leur avis. Et puis, les solutions, parce qu'on est loin d'être sans solution. À toute situation, il faut trouver la bonne démarche, la bonne solution. Eh bien, on commence tout de suite avec quelques chiffres. Ce que je vous propose, c'est que je vais dire le chiffre, et puis après, vous n'hésitez pas à prendre la parole, et je vous la donnerai si je vois que vous ne la preniez pas. Donc, 15% des handicapés sont de naissance, 85% sont acquis au cours de la vie de cette personne. Accident professionnel, 17% des handicapés qui ont de ce fait on va dire déficiences, parce que c'est un mot médical, mais voilà, qui ont en tout cas des impacts qui restent, des choses qui leur sont restées. Autre accident, dont dans le trajet, 15%. 50% des personnes arrêtées au moins 6 mois et voire plus ne reviennent pas à leur poste professionnel.
2% des personnes handicapées sont en fauteuil roulant. Pourtant, le fauteuil roulant, et on le verra ensuite, est le symbole de handicap dans l'imagerie, dans l'image collective. Et ça, en effet, c'est un point que l'on va évoquer ensemble. Et toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer 6% de personnes handicapées pour respecter la loi. En moyenne, 3,3% dans le privé et 5,8% dans le public. On va reprendre ces chiffres ensemble, on va revoir ces points ensemble et surtout, je vais vous demander votre avis. Donc, quel est le chiffre qui, pour vous, sur lequel vous souhaitez revenir déjà en premier lieu, avec la liste que je viens de vous transmettre. Agnès, à toi. Oui, alors moi, par expérience, je trouve que le 2% de personnes handicapées, seulement 2% des personnes qui sont handicapées sont en fauteuil est extrêmement important à souligner parce que dans l'imaginaire des personnes et notamment des entreprises et des recruteurs, énormément de personnes qui sont à se poser la question de vouloir prendre quelqu'un en situation de handicap se disent que c'est pas possible parce qu'elles n'ont pas un bâtiment ou des activités en lien et adapté à des personnes qui sont en siège. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui est très, très important parce que seulement 2% des personnes qui sont en situation de handicap sont en fauteuil roulant et 80% des handicaps est un handicap invisible. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est hyper importante à ressouligner. Alors, je souligne dans ce que tu viens de dire, les personnes disent qu'ils n'ont pas des bâtiments adaptés. Alors, ça tombe bien, on a des ergonomes autour de la table aujourd'hui. Merci Agnès pour ton intervention, pour avoir soulevé ce point. Elisabeth, Laurent, qu'est-ce que vous pourriez rebondir là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment adapté déjà? Commençons par ça. En fait, un bâtiment adapté, c'est un bâtiment qui peut accueillir justement une personne en fauteuil roulant. Donc, la personne en fauteuil roulant doit se déplacer de façon fluide et sans obstacle, avec une rampe, avec des largeurs de portes adaptées, en circulation, pouvoir faire en fait des manipulations avec son siège roulant sans trouver d'obstacle. Donc, voilà. Et même des toilettes. D'ailleurs, il y a des toilettes pour personnes en situation, enfin, des personnes handicapées. Et en général, tu as le logo justement sur la porte, c'est le fauteuil roulant. Donc voilà, peut-être que tu peux rajouter certainement des choses, Laurent. Laurent, oui, merci. Oui. Elisabeth. On ne va pas avoir que des personnes, un bâtiment adapté, ce n'est pas uniquement que pour les personnes en fauteuil roulant. On a des personnes aussi qui ont une malvoyance ou qui sont non-voyants et pour qui adapter un espace adapter les espaces du bâtiment avec des marques au sol en relief, avec des ascenseurs et les boutons en braille, avec des sonorités, avec des annonces sonores. Tout ça fait qu'on va adapter le bâtiment, effectivement, à différents types de handicap. On a le fauteuil roulant, on a la personne en fauteuil roulant, on va avoir la personne non-voyante et d'autres situations pour lesquelles on doit effectivement adapter les situations parce que les personnes qui ont des difficultés à marcher ne sont pas nécessairement en fauteuil roulant, mais il y a aussi besoin d'avoir des rampes, il y a aussi besoin d'avoir des aménagements qui sont spécifiques. Et là, je dirais que c'est au cas par cas, mais on va certainement revenir sur ces questions-là. Oui, sans aucun doute. Et donc, en effet, les bâtiments, voilà, je vous remercie à tous les deux. Les bâtiments peuvent être en effet adaptés aux personnes handicapées, mais finalement, il y a 2%. Le handicap n'est pas, et loin de là, une situation de handicap physique, en tout cas sur un fauteuil roulant. Ça peut être, tu as cité, Laurent, la malvoyance, il peut y avoir beaucoup d'autres symptômes. J'aime pas le mot déficience, mais bon, handicap, et en effet, qui peuvent permettre tout à fait un grand nombre d'entreprises de pouvoir faciliter l'accès à ces personnes. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'Agnès a souligné, elle a utilisé le terme de handicap invisible.
Et ça, c'est assez fondamental parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver avec des pathologies du type diabète, des pathologies assez conséquentes au niveau du dos, au niveau des hanches, etc. et qui vont avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, je pense que ce point du handicap invisible est là aussi fondamental à prendre en considération. Alors, tout à fait. En effet, on se rend compte qu'il y a plusieurs handicaps. Il y a le handicap physique, celui avec ou la canne, ou le fauteuil roulant, ou les handicaps invisibles. Agnès, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que du coup, on part sur un autre point, mais… Alors, donc, le handicap moteur, donc les principales difficultés, donc ça peut être bien sûr des personnes à mobilité réduite donc, qui sont équipées de sièges, mais ça peut être aussi des difficultés sur les possibilités de se déplacer, de changer de position, de prendre et manipuler un objet, donc sur les charges lourdes, des choses comme ça. Donc, on a 13% de la population, c'est 8 millions de personnes qui sont touchées en France. Après, on a donc les déficiences visuelles qui peuvent donc ne pas être mal. Alors, on a deux types, hein, c'est la malvoyance et la déficience totale, la cécité totale. Donc là, on a 1,5 million de personnes qui sont malvoyantes en France, ça fait 2,5% de la population. Après, on a les déficiences auditives qui sont beaucoup plus nombreuses, enfin, les personnes sont beaucoup plus nombreuses à avoir des déficiences auditives. Donc, on est quasiment à 10% de la population. Sachant que donc ça fait 6 millions, hein, on est sur 66 millions, il y a un peu plus de 6 millions de personnes, sachant que sur cette population, très peu accèdent à la langue des signes française, et ce qui est d'ailleurs problématique. Après, donc, on a la déficience psychique, donc c'est face donc, à des situations de tension, de stress, suite burn-out. On en entend de plus en plus parler et c'est très bien parce que ça met à jour ces problématiques-là, des difficultés donc à rentrer en relation avec les autres, des problématiques de névrose qui sont installées, donc qui handicapent, qui font restriction par rapport à l'insertion dans la société. Donc là, on a 1% de la population aujourd'hui qui est reconnue handicap psychique. C'est en train d'exploser sur ces chiffres-là et notamment à cause de la crise Covid qui malheureusement enquiste ces problèmes et qui les met à jour d'une manière malheureusement exponentielle. On a les déficiences intellectuelles, donc ça c'est pareil, 1% de la population, donc souvent avec des retards légers dus à des problématiques congénitales. Et les maladies chroniques évolutives et invalidantes, donc comme vient de dire Laurent, c'est 20% de la population, 15 millions de personnes, donc douleur, fatigabilité, donc des problématiques suite à des maladies qui ont été chroniques type diabète, troubles musculo-squelettiques, des cancers qui sont malheureusement pas en rémission totale. Donc, c'est des personnes qui vont devoir se soigner et qui vont devoir avoir une adaptabilité aussi par rapport à la société, par rapport aussi au travail. Voilà, donc je dirais que le gros pourcentage, c'est les 20% de maladies chroniques, évolutives et invalidantes. Et dans la conscience des personnes, et en tout cas dans la conscience de la société, ce chiffre n'est pas du tout mis dans le bon, en tout cas dans la bonne case. Et bien là, du coup, il l'est mis et tu le replaces. Merci Agnès. Merci beaucoup. Et on voit aussi qu'il y a une… Alors, au niveau de la loi, Audrey, je vais te donner la main. Il y a des droits là-dessus aussi. Il y a une loi sur le fait d'employer des personnes, d'employer des personnes handicapées et pour les entreprises de plus de 20 salariés. Est-ce que tu peux… J'en ai parlé rapidement. Oui. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a une obligation qui est faite depuis un moment aux employeurs d'employer des travailleurs handicapés. Donc c'est dans les textes depuis 1987. Et puis plus récemment, une loi de 2018 qui est applicable depuis le 1er janvier 2020 a un petit peu modifié cette obligation dans le sens où depuis très longtemps, l'obligation était faite aux établissements de plus de 20 salariés d'employer 6% de travailleurs handicapés. Maintenant, cette obligation, depuis la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, oblige toute entreprise de plus de 20 salariés à employer des travailleurs handicapés. Ce qui signifie qu'une entreprise qui aurait plusieurs établissements et chaque établissement ayant moins de 20 salariés serait quand même tenue à cette obligation. Merci beaucoup Audrey. Eh bien moi maintenant ce que je vais vous proposer c'est que l'on
définissent qu'est-ce que c'est qu'un handicap. Parce qu'en effet, il y a plusieurs, comme l'a dit tout à l'heure Agnès, il y a des handicaps visibles, des handicaps invisibles. Il y a aussi, et là c'est pour ça que tout à l'heure Elisabeth a trébuché un peu sur cette fameuse expression que moi personnellement je n'apprécie pas, qui est la situation de handicap. J'estime, et je ne pense pas être la seule pour avoir un peu tourné dans ce milieu-là, pour être moi-même aussi avec un handicap. En fait, on porte un handicap. Les handicapés portent un handicap et en fait, ont eux l'habitude de porter ce handicap. Ça fait partie de leur vie. Comme ils vont porter des lunettes, ils vont porter un handicap. Comme ils vont porter le sourire tout le temps sur le visage, ils vont porter le handicap. Alors, je sais qu'en effet, et on en a parlé chez Erudicio et avec Agnès, ben voilà, qu'il est bien de dire être en situation de handicap ou des personnes en situation de handicap. Mais voilà, j'ai un peu cette prétention de moi le supprimer de mon propre langage, à chacun après d'en faire ce qu'il en souhaite. C'est important pour moi. Je vois Laurent Elmedioni qui rit parce qu'on a beaucoup échangé dessus, et pas que, mais justement, j'aimerais avoir, ben voilà, dans ce cadre, la définition du handicap, j'aimerais avoir votre avis. Pour ceux qui veulent le dire. Et allez-y, je vous y encourage, évidemment. Alors, moi, je vais commencer. Je t'en prie. Merci, alors, Agnès. On reçoit donc des personnes qui sont donc reconnues qualité travailleur handicapé. C'est une reconnaissance qui est administrative avec un terme handicap qui est, je partage l'avis de Stéphanie, qui est une double peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, donc on vient de le voir au niveau des chiffres, le handicap appelle à une limitation des capacités, ce qui n'est pas du tout une réalité. Donc aujourd'hui, quand on travaille donc sur, notamment nous avec des candidats qui viennent sur l'agence, on travaille dans l'idée de voir avec eux quelles sont leurs restrictions par rapport à l'emploi. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont chercher à travailler et qu'est-ce qui fait frein, qu'est-ce qui fait restriction par rapport à leur handicap, par rapport à leur maladie, par rapport à leurs problématiques. Il y a certaines personnes où par rapport au poste proposé, il n'y aura pas de restrictions. Et il y a d'autres personnes où il va falloir qu'on prenne en compte ces restrictions. Donc, on ne parle plus de handicap, on parle bien de restrictions par rapport à l'emploi. Pour moi, c'est cette définition-là qui me tient à cœur. Je te remercie beaucoup. Et justement, c'est pour ça que tout à l'heure, en effet, les déficiences, moi, j'aime pas trop. Par contre, en effet, des freins, des restrictions, des solutions en fait à trouver. Qu'est-ce que je ne peux pas faire, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas parler anglais, je ne vais pas me lancer dans la traduction de l'anglais. Eh bien, c'est un peu à cette image-là, en effet, des restrictions. Vas-y, Laurent, je t'en prie. Oui, parce qu'une fois que les restrictions ont été posées, nous, en tant qu'ergonomes, on va chercher à compenser le handicap. Et on va chercher des outils. Alors, des outils qui vont être techniques, des outils qui vont… Techniques, ça peut être un bureau plus haut parce que la personne doit pouvoir rentrer dessous avec son fauteuil roulant électrique. Ça peut être un écran plus grand parce que la personne a une problématique de vision. Alors voilà, ça c'est les approches techniques. On va avoir des approches organisationnelles. Tout à l'heure, Agnès parlait de maladies chroniques pour lesquelles les personnes ont peut-être besoin. Prenons le cas du diabétique qui a besoin d'aller se tester régulièrement. Il faut qu'on lui laisse cette possibilité d'aller se tester de façon à ce qu'elle ne tombe pas malade. Et donc, l'idée, c'est de voir quelles sont les restrictions pour pouvoir mieux les compenser en termes techniques, organisationnels, voire humains. Humain, ça peut être une formation, par exemple. Est-ce que la personne qui a des difficultés neurologiques suite à un accident cardiovasculaire, suite à un AVC, cette personne peut avoir des difficultés de ce qu'on appelle la cognition et à cadrer et à remettre en place ces outils, sa façon de fonctionner. Et donc, l'ergonome va se charger de l'aider à remettre tout ça en place, d'aider avec des outils qui vont lui permettre cela. Et il y a peut-être derrière une formation nécessaire pour l'utilisation d'outils ou pas. Voilà, donc ce sont des exemples très très larges sur des situations, sur la façon dont on peut
dont notre mission, enfin, ce n'est pas la façon, mais c'est notre mission d'ergonome que de compenser les restrictions dont parlait Agnès. Je pense aussi qu'on peut avoir une approche également qui se rajoute à celle que vient d'explorer et d'énoncer Laurent, c'est mettre en fait en exergue ce que le handicap, la personne en situation de handicap ou le travailleur handicapé peut apporter à l'entreprise. Et effectivement, la compensation, c'est bien, il faut le faire parce que la personne qui se trouve devant une impossibilité de travailler parce qu'elle est limitée, parce qu'elle est malade, parce qu'elle a un problème de santé, il est normal qu'on compense l'organisation. Mais il est également important peut-être aussi de la mettre en avant et de parler avec le collectif, hein, parce que le collectif a également besoin de parler, que cette personne, en fait, elle peut apporter quelque chose et de mettre en fait en avant ses compétences plus que ses freins. Voilà, je pense que c'est important de l'annoncer, ça. Tout à fait, et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, entre autres, hein, pour justement mettre un peu, lever un petit peu les freins de tout à chacun, lever les craintes de tout à chacun, et puis au contraire, construire. Alors, ce que je vais vous poser, donc, pour la définition, est-ce que vous souhaiteriez rajouter d'autres choses? On avait mis souligner la différence entre déficience et handicap. On vient de le faire. Est-ce que vous souhaitez rajouter encore autre chose dessus? Eh bien, on continue. Non? On continue. Agnès, tu veux dire quelque chose? Non. Non, eh bien, on continue. Merci. Et bien, du coup, on va passer au texte et aux lois, parce que là, en effet, le handicap est entouré et aidé par des textes de loi. En l'occurrence, Audrey, on avait souligné, alors je vais les dire un peu d'affilée, je vais te laisser après gérer la loi 1987, 2005, la loi 2016, du décret 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l'ANI de novembre 2020. À toi, Agnès, dis-nous en plus, dans l'ordre que tu souhaites. Alors, Agnès, dans un ordre chronologique, oui, mais je pense que… Excuse-moi, Agnès. Merci. Mais Agnès, si tu veux y aller, pas de problème. Non, avec plaisir, le texte de loi, je te le laisse. C'est ton domaine. Bon, on va y aller rapidement parce qu'effectivement, sinon c'est un peu embêtant. Fondamentalement, effectivement, pour ce qui est de l'entreprise, c'est la loi de 87 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés qui avait posé l'obligation d'emploi, comme son nom l'indique, des travailleurs handicapés dans les textes. Ce qui est fondateur dans notre législation française, mais vu plus généralement, c'est cette loi effectivement que tu citais, Stéphanie, du 11 février 2005, qui s'appelait la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Alors c'est un texte qui a eu des impacts dans l'entreprise, en droit du travail, mais cette loi, comme son nom l'indique, elle avait quand même une dimension beaucoup plus large, puisqu'il s'agissait de parler du handicap dans la société française entendue au sens large. Bon, c'est une loi qui effectivement avait un petit peu modifié en ce qui concernait le droit du travail les choses. Elle avait eu pour intérêt de définir le handicap en ce qui concernait le droit du travail. Et puis, justement, dans cette définition du handicap, elle était venue ajouter 2 catégories de personnes qui pouvaient donc être reconnues comme travailleurs handicapés au sens du droit du travail. Aujourd'hui, ce qui fonde vraiment nos textes, et parce que ça a beaucoup modifié les choses, c'est cette loi dont je parlais précédemment sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui date donc du 5 septembre 2018 et qui est rentrée en application au 1er janvier 2020. Alors, l'objectif de la loi, elle était triple, en fait, c'était de développer l'emploi des travailleurs handicapés, de simplifier l'obligation qui était faite à l'employeur, parce qu'effectivement, c'était une obligation assez technique, et notamment pour ce qui était de remplir la déclaration des travailleurs handicapés. On s'arrachait un peu les cheveux. Et dernier objectif poursuivi par la loi, c'était de mieux valoriser l'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises pour avoir une contribution qui était plus équitable. Voilà ce qu'on peut en dire de manière très générale. Après, je ne sais pas si tu veux, je rentre dans les détails. Merci. Ben, après, moi, ce que je te propose, c'est si nos super auditeurs
ont des questions, mais qui viennent te les poser. Hein, parce que Audrey est tout à fait joignable via le site Eruditio. Prenez un rendez-vous avec elle. Si vous avez des questions, restez pas isolés. J'ai vraiment pour coutume de vous dire ça. Et que ce soit pour de l'ergonomie, pour du juridique, des questions RH, pour qu'on puisse vous accompagner. Et si vous souhaitez embaucher en intérim des personnes handicapées, n'hésitez pas. Voilà, contactez-nous. On fera un bonheur de vous répondre. Et Audrey tu feras un bonheur de répondre aux questions qu'il pourra y avoir. J'en suis certaine. Bien sûr. Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de passer sur les constats ou les idées reçues. Parce qu'on en a un sacré paquet et on est là, en effet, pour mettre le focus dessus et puis pour sortir plus grand après chaque table ronde. Alors, en 2019, le taux de chômage des personnes en situation de handicap, je fais des gros yeux, donc des personnes handicapées atteignait 18 à 20%. Comment percevez-vous ce chiffre? 18 à 20% le taux de chômage en 2019, donc 2019 avant le Covid-19. Hein. Qu'en pensez-vous? C'est le double du taux national qui était à 9,8. On reprend les taux de 2019. Hein. Donc, voilà. Les personnes en situation de handicap ont un taux de chômage double par rapport aux personnes, par rapport au taux national des personnes en situation classique. Ce qui est en effet assez révélateur. Hein. C'est révélateur. Parce que on reste, l'inconscient collectif reste bloqué sur les 2%. De ce fait, on ose moins aller vers les personnes handicapées et pour autant, elles sont chargées d'énormément d'énergie, d'énormément de volonté de prouver parce qu'elles savent ce que c'est que de faire front à des difficultés et avoir à remonter la pente. Hein, on dit bien que 50% des personnes arrêtées de 6 mois et plus ne reviennent pas à leur poste. Ce qui veut aussi dire qu'ils ont trouvé ailleurs, qu'ils ont trouvé l'énergie pour aller ailleurs, ou tout simplement qu'il s'est passé des choses aussi à ce moment-là. Ou qui n'ont pas eu l'énergie pour retourner sur leur ancien poste. En tout cas, qui n'ont pas eu l'énergie, la possibilité ou l'énergie de retourner sur leur ancien poste. Comment est perçu le handicap justement en France selon vous? À l'image de ce que l'on voit, à l'image de ce que vous entendez, à l'image de ce que vous retournent vos clients, votre environnement? Je crois que le handicap fait peur. Il fait peur parce qu'on est tous susceptibles soit de devenir handicapé, soit d'avoir quelqu'un de notre entourage qui le soit ou qui le devienne. Et il fait peur. Et il fait tellement peur que, d'une façon générale, les gens prennent de la distance par rapport aux personnes handicapées. Et quand elles se retrouvent confrontées, par exemple, dans une équipe, dans une entreprise, là, c'est les questions récurrentes, c'est je ne sais pas comment aborder les choses. Je ne sais pas comment intégrer cette personne dans mon équipe, ou alors le collègue qui dit je ne sais pas comment je vais pouvoir l'aider. Alors, en général, quand on me dit ça, je dis vas-y simplement, le plus naturellement possible, et c'est comme ça que ça va passer. Mais en amont, il y a quand même une crainte assez significative, et c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure. Elle parlait du collectif de travail qui doit pouvoir intégrer ces personnes handicapées dans les équipes, et ce n'est pas simple au départ. Après, on constate qu'on apprend plein de choses avec les personnes handicapées. Une personne qui a eu un cancer et qui remonte la pente et qui a pris l'habitude de se battre, il ne faut pas s'inquiéter, elle va continuer à se battre pour l'entreprise dans laquelle elle bosse. Et des situations comme celle-ci, il y en a pléthore. C'est bien souvent des personnes qui ont une énergie, qui veulent y aller, qui veulent rentrer dedans. Et je pense que là, il y a un terme que j'aime bien utiliser, c'est oser. Oser accueillir chez soi, dans son entreprise, une personne handicapée. Tout le monde va s'y retrouver. La personne elle-même, bien entendu, mais aussi le collectif. Alors, tout n'est pas rose, bien entendu. Il y a des situations qui sont… il y a des loupés, c'est vrai, mais au même titre que toute embauche, toute personne intégrée dans l'entreprise. Ce qui est peut-être important, c'est de se poser la question pourquoi on a peur.
Pourquoi on a peur? Parce qu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, en fait, on met des mots, on met des émotions, on met des images, hein, des idées reçues, justement. Donc, que faire, en fait? Je pense qu'Agnès, je suis certaine. On fait le constat d'une société qui a institutionnalisé énormément les personnes en situation de handicap dès l'enfance, dès l'adolescence, dès le passage adulte et le passage donc à la vieillesse et au vieillissement. Donc, on institutionnalise énormément donc, ces personnes et on les sort de la société. L'inclusion, elle n'a pas été travaillée. Alors, à tort ou à raison, le résultat, il est là. Bon. Ces institutions existent, elles font du bon travail, mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas intégré et inclus. L'inclusion ne s'est pas faite. Donc, en fait, vous arrivez à une loi qui a été posée donc, en 87 et qui aujourd'hui, donc les 6% des personnes en situation de handicap dans les sociétés, pour vous donner donc le taux aujourd'hui, on est à 3,5%. Donc, on n'arrive pas à 6% de personnes en situation de handicap qui est salarié aujourd'hui dans les entreprises de plus de 20 salariés. Pourquoi aussi? Parce que le handicap fait peur, c'est tout à fait vrai, Laurent, et la vision du handicap, elle est donc soit c'est du handicap visible, donc les personnes à mobilité réduite en siège, donc c'est très très peu, donc on a vu les chiffres, 2%, soit c'est du handicap déficience. Et on va se dire, bon, bah, la personne, elle va être lente, ou alors on va avoir des problématiques pour communiquer avec elle. Ça va être compliqué dans le cadre du travail, où aujourd'hui, on nous demande de la productivité, de la réactivité, et vous êtes donc en situation de produire quelque chose, un service ou une production, que ce soit une production industrielle. C'est le fossé. Et donc, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que pour casser justement cette image, donc après les chiffres qu'on a vus, notamment donc avec énormément de personnes qui sont en situation donc, de maladies invalidantes ou de troubles du psychique, etc. Donc, on casse l'image du handicap et surtout on forme les salariés qui vont être amenés à travailler avec les personnes en situation de handicap. Je crois que là, c'est vraiment une pierre angulaire et c'est vraiment l'importance, c'est-à-dire qu'on les informe, qui vont être donc salariés et qui vont avoir comme collègue une personne qui a des restrictions à l'emploi, qu'on les informe qu'est-ce que ça va donner comme restriction à l'emploi, qu'on va avoir une personne aussi qui est compétente, qui a des diplômes ou pas, qui a déjà d'expérience professionnelle ou pas, qui va être en capacité de faire les choses. Et qu'on sera là dès les premiers jours, qu'on accompagne. Si on veut que la réussite de l'inclusion se fasse, c'est des deux côtés. Ce n'est pas uniquement de laisser porter, je dirais, tout le fardeau du handicap, avec ce que ça procure comme image dans le collectif, à la seule personne en situation de handicap. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour elle de se placer en entreprise. Donc, merci Agnès, merci Elisabeth et Laurent. En effet, c'est essentiel, comme disait Laurent, d'oser. Agnès dit accompagner. Elisabeth, de la même façon. Alors, en effet, mais parler, en fait, l'handicap, c'est ni plus ni moins qu'un événement de la vie. Avec j'allais dire un bout du bec cassé, mais oui, quelque chose qui a changé et qui se voit et qui ne se voit pas, parce qu'il n'y a pas que le handicap visible, loin de là. Mais parler, oser à la rencontre, oser aller voir cette différence. Agnès, tu parlais des pourcentages, pour les redire, il y a une entreprise de plus de 20 salariés doit en effet embaucher 6% de personnes handicapées. Dans le domaine privé, aujourd'hui, dans les entreprises privées, on est à 3,5, tu nous disais, oui. Et dans le domaine public, nous sommes à 5,8. Donc, on s'en approche, mais tout juste. Mais voilà, il y a encore du coup un gap à faire. Et puis, ce serait peut-être bien aussi de diminuer ce taux de chômage qui est finalement juste le double des personnes non handicapées ou non déclarées handicapées. Ou non déclarées. Parce que là encore, il y a quelque chose. Alors, tu parlais un petit peu, Agnès, tu n'as pas prononcé le mot, mais finalement, en effet, le handicap, ça peut être aussi une honte, c'est de la peur, c'est une honte, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on cache, qu'on met de côté. Sauf que, Laurent, tu l'as très bien dit, ça peut arriver à chacun de nous. Et on peut se révéler être handicapé sans le savoir, juste à cause de cette petite douleur qui est dans la tête, qui finalement révèle quelque chose d'autre et que l'on a bien en soi. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir dit ce que vous venez de dire. Et maintenant, Audrey, à toi, quels sont les principes édictés par la loi? Justement, ces principes, est-ce qu'on
la loi doit être aidante, la loi doit être simplificatrice. Et visiblement, les personnes sont embauchées, mais avec beaucoup de difficultés. Quelles sont, voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Ben, moi, je suis une entreprise et, alors moi, pas moi, hein, mais oui, j'ai une entreprise avec 20, 100 salariés, ce que je n'ai pas aujourd'hui. Mais je ne me sens pas à l'aise par rapport à ça. Je ne sais pas embaucher, comme a dit Agnès, des personnes. Que me dit la loi? La loi dit à la fois pas grand-chose et à la fois beaucoup. Elle donne cet objectif de taux d'emploi et elle catégorise les salariés qui peuvent être reconnus comme travailleurs handicapés, donc rentrer dans le décompte des 6%. Et ensuite, elle dit, si vous ne respectez pas cette obligation qui vous est faite, vous devez verser une contribution. Ce qu'elle dit aussi aujourd'hui, c'est que la déclaration, elle se fait maintenant mensuellement via la DSN. Donc, tous les mois, l'entreprise qui compte plus de 20 salariés doit déclarer le nombre de travailleurs handicapés qu'elle a. Et pour rebondir sur ce que vous disiez préalablement par rapport aux freins qu'il y a dans la société française et cette peur, on se rend compte que ces lois successives qui se voulaient incitatives, finalement, elles en deviennent uniquement répressives puisque les entreprises préfèrent ne pas s'embarrasser du sujet, payer la contribution plutôt que d'employer le pourcentage d'handicapés qui est demandé par la loi. Et la peur est telle aussi, moi c'est l'expérience que j'ai vécue et que je vis encore en tant que DRH, c'est que les employeurs sont très timides à parler du handicap au stade du recrutement et les candidats le sont encore plus. On a beau faire des politiques de recrutement qui incitent au recrutement des travailleurs handicapés, et on a beau pousser dans cette voie, le constat, c'est que les candidats ont du mal à le dire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ne pas être retenus ou ils ont peur d'être stigmatisés, donc ils préfèrent ne pas en faire état. Donc là, il y a encore un besoin d'accompagnement, vraiment, qu'il soit juridique, qu'il soit humain. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie. Enfin, finalement, ce n'est pas du juridique. Encore une fois, la loi n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Je pense qu'il y a une vraie pédagogie à développer autour de cette thématique pour aller au-delà des clichés et des idées reçues. Alors, la loi de 2018 a été un peu dans ce sens en donnant l'obligation aux entreprises de plus de 250 salariés de nommer un référent handicap. C'est pas mal comme idée d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui soit porteur de ce sujet. Alors effectivement, c'est que dans les entreprises de 250 salariés. Et quand on connaît le tissu économique français, c'est quand même pas la majeure partie des entreprises qui est sur ce niveau de salariés. Alors, en plus, l'esprit de la loi, c'était de faire du référent handicap, que ce soit quelqu'un qui appartienne à l'équipe RH, mais la loi n'a pas donné d'obligation, ni d'appartenance à une équipe, et encore moins d'obligation de formation. Donc, derrière, moi, je me pose la question de l'utilité d'un référent handicap qui n'est pas lui-même complètement formé à la thématique et sensibilisé à tous les enjeux. Néanmoins, donc pour en revenir à ce qu'on disait, je pense que la pédagogie est essentielle pour faire progresser le sujet et qu'un référent handicap bien formé, bien sensibilisé peut être vraiment une pierre angulaire très intéressante pour faire avancer le sujet. On le constate, hein, ce que tu dis, Audrey, on le constate dans nos interventions quand on est dans des entreprises où la personne alors, référente handicap ou responsable de la mission handicap ou responsable de la diversité, en fait, ce sont des terminologies qui sont vraiment indépendantes aux entreprises. Si la personne est convaincue, si la personne est motivée, elle abat des montagnes. Si la personne n'est pas nécessairement bien formée ou motivée, le sujet traîne énormément. On a des pourcentages, ce dont parlait tout à l'heure Agnès, qui sont plus proches de 2 que de 4. On a des actions qui sont des actions de maintien dans l'emploi, qui sont extrêmement limitées, donc les personnes sortent de l'entreprise. Bref, c'est pas très positif comme dynamique. Et c'est vrai qu'on voit que une mission handicap qui fonctionne bien,
ça se repose sur les épaules principalement d'une personne, une ou deux personnes Un qui individu sont plus extrêmement précis. motivées, qui ont dans leur entourage bien souvent des personnes handicapées. J'ai failli dire en situation de handicap, c'est pas des personnes handicapées. J'allais presque dire que t'es pardonné. Non. C'est- Non, mais ouais, non, mais complètement. En effet, c'est qu'il y a quelque chose de plus particulier qui prend au trip de cette personne-là parce qu'elle-même est impactée, parce que si c'est une mère, ses enfants, parce que, et ainsi de suite. Et finalement, ça en fait quand même des gens très motivés, tout ça. Ça Je en fait dirais des même plus, je dirais même plus, Stéphanie, en fait, je pense que il n'y a pas qu'une mission handicap qui aide à justement à faire évoluer les choses et les actions. Je pense que c'est tous les acteurs de l'entreprise, les managers, la RH, même les PRP en fait, à travers d'accords qui se négocient, à travers une dynamique. Alors, Effectivement, RP pour les jeunes non initiés, qu'est-ce que RP? Moi, je sais, mais bon. Non, IRP, c'est les représentants du personnel en fait. D'accord. Donc en fait, je pense que je pense que c'est une dynamique collective. Il n'y a pas seulement un service référent handicap qui peut faire bouger les choses. Je pense que c'est une prise en compte générale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Est-ce que Entièrement d'accord, entièrement d'accord. En effet, Oui, c'est. je suis Je vraiment partage d'accord avec toi. aussi. Et c'est l'impulsion, mais je reste sur mon idée que c'est vraiment l'impulsion, bien souvent, d'une personne D'un qui va individu faire plus bouger particulier. l'entreprise sur le sujet. Mais Alors justement, face au handicap, quelles sont les possibilités pour l'entreprise de réagir? Voilà, hop, j'ai embauché 200, 250 personnes et j'ai des individus, des personnes qui deviennent handicapés, un accident professionnel, un accident sur le trajet, qui deviennent handicapés. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se transforme? Cette personne, elle vient me voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai comme solution, comme possibilité? tu as toutes les possibilités. Et en fait, ça, c'est Magique. vraiment important. Mais c'est important de se le dire que tout est ouvert. Après, on va pouvoir mettre en place ou on ne pourra pas mettre en place en fonction de l'organisation de l'entreprise, en fonction de la situation de la personne. Mais en fait, au départ, il faut se donner cette ouverture, il faut se donner cette possibilité de tout voir. Et la démarche, en fait, c'est que la personne passe voir une personne référente, s'il y en a une, ou la personne des services des ressources humaines, pour exposer la situation dans laquelle elle est. Et est-ce qu'il faut aménager le poste? Est-ce qu'il faut aménager le trajet domicile-travail? Est-ce qu'on on doit travailler sur l'organisation du travail? En fait, en fonction de la situation de la personne, eh ben, la mission handicap ou le SAMET, j'allais dire, mais non, le Cap emploi, qu'on va expliquer par la suite, Voilà, on va en parler un peu plus tard. Ouais. va pouvoir intervenir et envoyer les experts nécessaires pour aider la personne à alors, soit intégrer l'entreprise, soit être maintenu à son poste. Alors justement, ça c'est dans les meilleurs des cas où en effet les gens souhaitent intégrer et conserver cette personne. Mais il arrive aussi des fois où l'entreprise propose la voie de l'inaptitude. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé, Audrey? Tu te vois hocher, alors je te donne la parole avec plaisir. Oui, non, parce qu'en fait, ce sont des notions qui sont différentes, mais qui peuvent se rejoindre, en fait. Tout salarié qui est déclaré inapte, il ne sera pas handicapé. Et l'inverse est vrai aussi. Quand on tombe dans la voie de l'inaptitude, qui est déclarée par le médecin du travail, là, l'entreprise, effectivement, elle se retrouve aux prises avec des dispositions légales qui l'obligent en fait à chercher un reclassement ou si elle n'y arrive pas, effectivement, à licencier la personne. Mais je dirais là, on est vraiment sur le dispositif propre à l'inaptitude. Et encore une fois, on peut devenir inapte sans pour autant être handicapé. Hein, dans les textes, seront considérés comme travailleurs handicapés, donc
répondront aux 6% des personnes qui auraient des restrictions suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Mais si on devient inapte pour une raison en dehors de l'entreprise, on ne va pas forcément rentrer dans le statut de travailleur handicapé. Travailleur handicapé, d'accord, très bien. Donc, Alors, en effet, oui. oui, Agnès, je t'en prie. Alors, moi, depuis qu'on a monté cette entreprise, donc Dragonfly Intelligence, on se rend compte que les PME, donc là, je vais revenir à un niveau au tissu économique classique, donc de la PME, on va dire entre 30 et 80 salariés, a un système donc de ressources humaines adaptées, mais qui gère l'urgent. En fait, on se rend compte que qu'on arrive à placer donc des personnes en intérim en vue d'une embauche, parce que ça, c'est vraiment le but pour nous, c'est l'inclusion. Donc, on place des personnes en compétences professionnelles qui répondent à un poste. Donc, on a un pied dans l'entreprise. Et on se rend compte que pour 2 entreprises où on est aujourd'hui, c'est que les salariés qui sont sur les postes depuis plusieurs années, il y en a certains qui ont des restrictions alors dues à accident de la route quand j'étais jeune, dû à une maladie chronique, dû à des mal de genoux qui génèrent de l'arthrose, qui génèrent une posture debout qui est compliquée, etc. etc. Et donc, on a mis en place des demandes de RQTH, donc reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à la MDPH, qui a été acceptée parce que c'était une réelle souffrance et d'une pour eux, et que ça générait derrière la possibilité d'avoir une adaptation au poste, notamment des postes assis, des postes notamment pour un préparateur de commande. Du coup, il a accédé à un permis CACES pour avoir un chariot plutôt que de traîner un transpalette. Bon, bref, je vous passe ces détails techniques. Mais on se rend compte que sur le tissu de l'entreprise de la PME va recruter des personnes qui ont le mouton à 5 pattes, qui est un homme qui a 29 ans, qui n'a pas d'enfant et qui est en pleine forme physique et qui est prêt à travailler 40 heures par semaine. Mais cet homme-là, 15 ans plus tard, il a forcément une vie de famille, il a forcément du stress, il a forcément aussi peut-être pris 15 kilos, il a forcément aussi peut-être des problématiques aussi au niveau des maladies qu'il a rencontrées au cours de sa vie, et que c'est plus notre mouton à 5 pattes qu'on a recruté, mais c'est Gérard, que Gérard fait bien son travail, mais qu'en effet, il a des problématiques de dos et que ça lui génère des arrêts maladie dans l'année qui commencent à être un petit peu problématiques, mais il fait tellement bien son travail, il connaît tellement bien la société, tellement les outils, tellement les machines que on passe dessus. Et que ces personnes-là qui sont en poste, aujourd'hui, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, elle est importante. Il n'y a pas assez suffisamment de relais sur le terrain, sur des PME, pour avoir justement des diagnostics et la possibilité justement de les reconnaître et de faire en sorte qu'en fait, on arrive largement aux 6%, notamment pour ces 2 sociétés-là avec qui je travaille, uniquement avec leurs personnes qu'ils avaient déjà sur le terrain. Donc, on a réussi à dédramatiser, ça a pris une année, dédramatiser le handicap, nous faire de l'inclusion, former les équipes et se dire que ce n'est pas une personne handicapée, c'est Célim, Eric, et c'est des personnes qui sont compétentes et qui travaillent comme les autres. Donc, on s'adapte, on fait des petites adaptations, mais c'est des personnes compétentes, et qu'en fait, on se rend compte que leurs propres salariés, avec l'âge ou pas l'âge, et puis avec leur histoire aussi de vie, parce qu'on rappelle les chiffres, c'est 80% des handicaps qui surviennent au cours de la vie, et ces salariés, elles n'ont pas osé, là je reprends ce que disaient Laurent et Audrey, ils n'ont pas osé aller le dire à leur hiérarchie parce qu'ils se sont dit, on va se faire, s'il y a un licenciement, on sera les premiers à partir. Donc, on ne le dit pas à la médecine du travail parce qu'on ne sait jamais que la médecine du travail relaie l'information au directeur de la société. Alors, il y a un secret médical, bien sûr, mais bon, il y a toujours une crainte de la part des salariés. Et du coup, il n'y a pas de relais sur le terrain. Et là, il y a vraiment un travail à faire parce que je pense que cette reconnaissance qualité de travailleur handicapé, elle est possible avec la maison départementale des personnes handicapées, sans forcément demander une prestation compensatoire, sans forcément demander une allocation financière, et que ça permet justement de dédramatiser, et ça permet après de compenser les restrictions, de permettre à la personne de s'asseoir, de permettre à la personne de prendre des pauses, de permettre à la personne d'avoir un outil plus adapté pour éviter qu'il se fasse mal et qu'il continue à se faire mal et qu'il continue à user son dos qui est déjà usé. Enfin voilà, donc c'est important aussi. Merci beaucoup Agnès, c'est super. En effet, les gens que nous avons déjà dans l'entreprise, et bien voilà, elles aussi, elles changent, elles évoluent, et finalement, c'est tout finalement l'intérêt
que l'on soit là aujourd'hui, c'est adapter vraiment votre outil de travail, adapter les solutions parce que c'est possible, faisable. Je ne sais pas lequel des deux. Finalement, c'est réalisable en tout cas. Et avec de l'accompagnement, comme tu n'arrêtes pas de le dire, ça se fait tellement plus simplement et plus sainement. Alors après, on vient aux solutions. Encore 2 questions et après, je vous promets, Laurent, Agnès, Elisabeth, Audrey, on passe aux solutions. Mais y a-t-il des discriminations à l'embauche vis-à-vis de collaborateurs handicapés? Alors, par rapport à cette question, on n'était pas toujours sûr. Mais voilà, y a-t-il des discriminations des fois? On peut imaginer qu'il y ait de la discrimination positive Oui. à l'embauche. C'est-à-dire de se dire, enfin, que les entreprises ou certains responsables d'entreprise disent, bon, allez, on va embaucher un handicapé, le pauvre. Ben non, et surtout pas de discrimination positive. Une personne handicapée doit pouvoir faire le même travail que son collègue. Si on a besoin de compenser le handicap avec des outils, des organisations, des formations ou autres, eh ben on le fait. Quelqu'un qui a besoin d'un stylo bleu pour réaliser son activité, si elle n'a pas son stylo bleu, elle ne peut pas faire son activité. Donc, on lui fournit un stylo bleu. Une personne handicapée, une personne déficiente visuelle, si elle n'a pas un écran qui fait 27 pouces, elle ne peut pas réaliser son activité. Donc, on lui fournit un écran de 27 pouces et puis voilà, et elle travaille comme les autres. Et ça, c'est vraiment fondamental. Alors, il n'y a pas de discrimination nécessairement négative, quoique j'ai pu l'observer dans une entreprise une fois en 20 ans d'activité. Et ça peut exister. Mais d'une façon générale, c'est plutôt l'inverse. C'est la discrimination positive qui fait que on va pas. Non, mais il fait pas bien son boulot, mais on va pas intervenir. C'est dommage. C'est dommage vis-à-vis du collectif de travail. C'est dommage pour la personne handicapée elle-même parce que ça ne resitue pas les choses. Ouais. Et ça, en effet, c'est essentiel. Autant voilà, ouvrir les yeux, comme on le dit sur l'audit chez Rudicio, autant mettre carte sur table. On a tous ces besoins, quels qu'ils soient, handicapés ou non handicapés, autant mettre carte sur table, autant oser, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, oser dire les choses. Vous n'en travaillerez que mieux, vous n'en vivrez que mieux. Alors, autant le faire. Et justement, y a-t-il suffisamment d'argent pour mettre en place les aménagements qui permettent aux personnes handicapées de travailler? Qu'en pensez-vous de cette phrase? On en vient, le stylo bleu, l'écran. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette phrase? Est-ce qu'il y a assez d'argent? Est-ce que c'est vraiment utile de sortir beaucoup d'argent pour s'adapter? En fait, la personne, le travailleur handicapé rapporte également. Il faut arrêter, quoi. On a tous, en fait, un fauteuil adapté, ergonomique pour travailler correctement. Pourquoi pas, le travailleur handicapé peut avoir également quelque chose qui lui permette de travailler correctement. Et en fait, handicap ne veut pas dire ne pas travailler, ne pas rapporter et ne pas donner. Le travailleur handicapé, comme disait également Agnès tout à l'heure, a quand même des diplômes aussi. Enfin, il a une valeur ajoutée, il a des compétences. Donc, là, tu étais proche du gros mot. Hein. Non, mais ça me met hors de moi. Je veux dire, effectivement, on parle de handicap, on dit dépenses, mais la personne qui travaille, elle rapporte également. Elle rapporte également des valeurs, elle rapporte de l'humain, elle rapporte... c'est vrai que c'est l'émotion qui remonte là, mais ça me... Laisse-la parler, c'est bon, mais c'est bien, parce que c'est ça aussi. C'est ça la vie, il faut arrêter. Puis de toute façon, Audrey, tu es d'accord avec moi, l'entreprise a quand même des compensations, on l'aide justement à aménager le poste quand la personne est déclarée avec un handicap. Donc, so what? Pourquoi pas ne pas embaucher quelqu'un qui a un handicap? Moi, ça me révolte. Voilà. Et souvent, vous le dites, sur les autres vidéos, vous l'avez dit beaucoup, et je pense que c'est aussi le lieu. Et justement, on va dessus, je refais un petit, prévention primaire, j'ai envie de dire, non? Tout à fait.
Alors, on va aller vers les solutions, vers ce qui est possible. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour la seconde partie.